Qui a élu Soros pour discuter des politiques publiques et des lois? Pourquoi se sent-il autorisé à imposer son agenda? Les élites mondiales détestent notre succès et ils craignent le vôtre. Certains diront que j'exagère, mais nous savons reconnaître les signes d'une société en déclin. Parce qu'il y a quelques décennies, la nôtre est passée par là. Si le gouvernement peut imprimer des quantités illimitées d'argent à partir de rien, pourquoi prélève-t-il des impôts? La raison est simple mais très choquante. Le vrai problème est que vous payez des impôts élevés uniquement pour maintenir l'illusion que vous financez le gouvernement, alors que ce n'est pas le cas. Le gouvernement est financé par la planche à billets, du papier soutenu par du papier. Une bulle qui finira inévitablement par éclater. La situation est encore pire qu'elle n'y paraît. Car si la plupart des Américains et le reste du monde prenaient conscience de cette farce, la confiance dans votre monnaie serait perdue. Le dollar chuterait, et avec lui, toute la civilisation occidentale. Le Salvador est un petit pays d'Amérique centrale comptant un peu moins de 7 millions d'habitants, longtemps considéré comme l'un des pays les plus dangereux du monde avec le taux de criminalité le plus élevé de tout le continent américain. Suite à l'élection de Nayib Bukele en 2019, le pays a connu une transformation spectaculaire en matière de sécurité. Bien qu'il ait été critiqué sur la scène internationale pour ses différentes réformes et pour la manière dont il a mené son combat contre les gangs, Bukele est extrêmement populaire au Salvador et sur tout le continent américain. En moins de 4 ans, le Salvador est devenu le pays avec le plus faible taux d'homicide d'Amérique latine. Le 7 septembre 2021, le Salvador est devenu le premier pays de l'histoire à adopter Bitcoin comme monnaie légale. Cette réforme mettra les projecteurs sur le Salvador à l'échelle internationale et aura un impact immense sur la popularité et l'économie du pays. Ce mardi est synonyme de changement au Salvador. Depuis ce matin, le Bitcoin est effectivement légal, une première mondiale. Le succès de la politique menée par Nayib Bukele au Salvador le mènera à une réélection en février 2024 avec plus de 82% des voix. Quelques jours seulement après sa réélection, il est invité au CPAC, qui est un événement réunissant des figures conservatrices connues comme Donald Trump, Steve Bannon ou Javier Milei, afin de discuter de politique et d'économie. Lors de son discours, Bukele dénonce l'emprise de certaines institutions publiques et privées sur le gouvernement et le peuple américain, mais aussi à l'échelle internationale. Au cours des 50 dernières années, le Salvador a connu une longue période de conflits, de corruption, de crise économique et monétaire dont il a été extrêmement difficile de sortir. Et bien qu'il s'agisse d'un tout petit pays, il est clair qu'il y a des enseignements à retirer de leur expérience. Sans plus attendre, voici le discours de Nayib Bukele. Merci pour cette aimable invitation au CPAC. C'est un véritable honneur d'être ici, juste après nos élections présidentielles et législatives qui ont balayé l'opposition. Ils disent que le globalisme va mourir au CPAC. Je suis ici pour vous dire qu'au Salvador, il est déjà mort. Mais si vous voulez que le globalisme meure ici aussi, vous devez être prêt à le combattre sans excuse, contre tous ceux qui le soutiennent. Combattez pour vos libertés, combattez pour vos droits. Le prochain président des États-Unis ne doit pas seulement gagner une élection, il doit avoir la vision, la volonté et le courage de faire tout ce qu'il faudra. Et surtout, il doit être capable d'identifier les forces sous-jacentes qui conspirent contre lui. Ces forces obscures qui prennent le contrôle de votre pays. Vous ne les voyez peut-être pas encore, mais c'est déjà en cours. Il est difficile de les percevoir car notre cerveau est programmé pour comprendre les évolutions linéaires, pas exponentielles. C'est ce qui fait que les problèmes qui se développent rapidement peuvent passer inaperçus jusqu'à ce qu'ils soient hors de contrôle. Les gens deviennent complaisants et ne réalisent pas à quel point les choses deviennent mauvaises jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Bien sûr, je sais que le Salvador est un pays beaucoup plus petit, mais en mettant de côté ces différences, il y a une similarité avec ce qui se passe ici, aux États-Unis. Dans les années 60 et 70, nous avions de nombreux problèmes qui semblaient isolés, et nous n'avons pas vu la gravité de la situation jusqu'à ce qu'il nous mène à une guerre civile. Au moment où nous avons réagi, il était déjà trop tard. Et il nous a fallu 50 ans, 2 guerres, 250 000 vies, un tiers de notre population déplacée et un quasi miracle pour enfin récupérer notre pays. Et en tant qu'ami, je peux vous avertir, afin que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que nous avons fait dans les années 60 et 70. Tous les experts disaient même que c'était impossible. Il est clair qu'attendre 50 ans et espérer que peut-être un miracle vous sorte de l'enfer n'est pas une situation souhaitable. Vous pouvez encore réagir, avant que ce ne soit trop tard. Certains diront que j'exagère, mais nous savons reconnaître les signes d'une société en déclin. Parce qu'il y a quelques décennies, la nôtre est passée par là. C'est comme lorsque l'on voit quelqu'un tomber malade. D'abord, c'est peut-être juste un mal de ventre ou un mal de tête, une petite fièvre.
Mais si vous ne la traitez pas, cette maladie, elle ne fera qu'empirer, et alors il pourrait être trop tard. Même après avoir subi une première guerre civile au Salvador, nous avons de nouveau échoué à voir les signes de la seconde qui arrivait, la guerre de gangs. Après qu'1 million de personnes aient fui la première guerre, beaucoup d'entre elles sont venues vivre dans des ghettos ici aux États-Unis, où les gangs se sont formés. Alors l'ancien président Clinton les a expulsés et renvoyés chez nous, sans nous dire qu'ils étaient membres de gangs, qu'ils étaient des criminels. Alors ils ont erré librement, puis ont recruté des milliers de jeunes salvadoriens pour les rejoindre dans leur groupe. Au début, ils ne semblaient être que de petits criminels, puis ils ont commencé à changer et à se transformer, jusqu'à devenir les terroristes impitoyables que nous connaissons aujourd'hui. Le gouvernement de l'époque n'a pas traité la maladie, pas plus que l'administration suivante, ni celles qui ont suivi. Et donc, la maladie, qui avait commencé avec des symptômes bénins, a empiré et empiré. Elle est devenue un cancer qui semblait incurable. Nous voyons déjà ces symptômes aux États-Unis. De grandes villes en déclin comme Baltimore, Portland, New York, pour n'en nommer que quelques-unes. Des endroits où la criminalité et la drogue sont devenues la norme quotidienne, voire même acceptées et promues par le gouvernement. Combien de jeunes avez-vous perdu dans les rues de Philadelphie ou de San Francisco à cause du fentanyl? Est-ce que nous voyons ces scènes apocalyptiques il y a 15, 10 ou même 5 ans de cela? Pouvez-vous imaginer comment ce sera dans les 5, 10 ou 15 prochaines années? La même chose s'est produite au Salvador. En l'espace de moins d'une décennie, les gangs ont pris le contrôle de tout le pays et de notre société. Ils ont évolué en un gouvernement parallèle, contrôlant les élections et même les partis politiques. Chaque aspect de la vie quotidienne de la plupart des gens était contrôlé par les gangs. La capitale mondiale du meurtre. C'est un titre bien tragique à détenir. Se débarrasser de ce titre était le strict minimum que nous devions accomplir pour commencer à envisager la reconstruction de notre pays. Vous n'en êtes pas encore là. Et croyez-moi, vous ne voulez pas y être. Nous avons fait l'impensable pour purifier notre société. Nous avons arrêté les terroristes, mais nous avons aussi dû écarter des juges et des procureurs corrompus. Ces juges et ces procureurs corrompus libéraient les membres des gangs. Et ce n'était pas juste les gangs. Le système corrompu fonctionnait en tandem avec la soi-disant communauté internationale, les ONG, et bien sûr les médias. Tout comme ça se passe actuellement ici aux États-Unis. Des bureaucrates non élus tentent d'imposer des politiques publiques. Qui les a élus? Ils n'ont pas de mandat démocratique. S'ils veulent une place à la table, ils devraient se présenter aux élections. Laissez les gens voter, ce ne sera pas beau à voir pour eux, si les élections sont libres et justes. Je veux dire, qui a élu Soros pour discuter des politiques publiques et des lois? Pourquoi se sent-il autorisé à imposer son agenda? Laissez-moi vous dire quelque chose. Soros et ses acolytes se sont pris un grand mur au Salvador. Mais Dieu merci, encore une fois, les Salvadoriens sont maintenant immunisés contre son influence. Personne ne croit plus à ces mensonges chez nous. Nous venons d'avoir des élections libres et justes, et nous avons gagné de manière éclatante, avec plus de 84% des voix. Vous avez bien entendu, plus de 84% des gens ont voté pour que notre gouvernement continue, pour que notre programme continue. Notre victoire est sans précédent dans l'histoire des démocraties modernes dans le monde. Ils nous ont même donné une très large majorité écrasante au Congrès, 54 sièges sur 60. Entendez bien cela. Le peuple du Salvador s'est réveillé. Et vous le pouvez aussi. Les élites mondiales détestent notre succès, et ils craignent le vôtre. La volonté libre du peuple de choisir ses dirigeants est quelque chose qu'ils méprisent, parce qu'ils ne peuvent pas la contrôler. Et vous vivez cela ici même, aux États-Unis. Les élites mondiales contrôlent les médias grand public, ils financent des campagnes, ils abusent de leur pouvoir, ils persécutent des opposants politiques. Au Salvador, nous n'utilisons pas notre système judiciaire comme une arme pour persécuter nos opposants politiques. Une pratique qui peut vous sembler familière, mais nous ne faisons pas ça là-bas. Alors, qui est le dictateur maintenant? Je critique souvent les partisans de l'institutionnalisme, non pas parce que je pense que les institutions solides ne sont pas essentielles pour la démocratie, mais parce que je les trouve très hypocrites. Ils ne semblent pas avoir les mêmes standards pour eux-mêmes que ce qu'ils essaient d'imposer aux autres. Mais il y a quelque chose d'encore plus dangereux qu'un simple 2 poids 2 mesures injuste. Les institutions ont été créées pour servir le peuple, et non l'inverse. À un moment donné, ces personnes ont oublié leur objectif fondamental, qui est plus important que l'institution elle-même. Quand le système judiciaire a été créé, il a été par nécessité d'apporter la justice. Mais maintenant, il semble que la survie et le contrôle des juges
des procureurs généraux, entre autres, soient primordiaux. Et le besoin de rendre justice est à peine plus qu'une réflexion d'après-coup. Un autre exemple. La police a été créée pour apporter la loi et l'ordre. Laissez-les donc rétablir la loi et l'ordre. Mais maintenant, certains d'entre eux ont même peur de faire leur travail parce qu'ils craignent les conséquences pour l'avoir fait. Ils devraient être encouragés. Encouragés à remplir leur rôle fondamental sans craindre des répercussions qui les écartent de leur mission. Si la police a été créée pour rétablir la loi et l'ordre, laissez-les rétablir la loi et l'ordre. Si le système judiciaire a été créé pour rendre justice, laissez-le rendre justice. Laissez-les protéger ce pourquoi ils ont été créés. Et il en va de même pour la presse. Laissez-la être libre. Une démocratie a besoin d'une presse libre. Mais pour jouir de cette liberté, ils doivent respecter leurs devoirs en tant que journalistes. Rapportez les faits. Ne soyez pas une marionnette de ceux qui vous financent. Nous croyons en la liberté d'expression. Et vous qui êtes ici, vous croyez ici en la liberté d'expression. Votre liberté d'expression sera toujours protégée. Mais ne vous prétendez pas journaliste si en réalité vous êtes des activistes. Ces institutions sacrées se sont éloignées de la raison pour laquelle elles ont été créées initialement. Au lieu de les défendre pour le simple fait qu'elles soient des institutions, nous devrions défendre les principes pour lesquels nous les avons créées en premier lieu. C'est troublant de voir que cela se produit partout. Pas seulement au Salvador et aux États-Unis, mais partout. L'Amérique devrait écouter ces mots. Non pas parce que le modèle salvadorien doit être reproduit ici, mais parce que ces exemples spécifiques s'appliquent à toute nation qui a perdu ou qui est en train de perdre sa voix. Posez-vous la question de savoir pourquoi cela arrive. Qui en est responsable? Et si c'est fait par ignorance ou de façon intentionnelle? Lutter pour vos libertés, vos droits, est l'objectif original des institutions, plutôt que simplement pour leur existence. Il n'est pas trop tard pour agir. Il est temps de rejeter les nouveaux paradigmes absurdes imposés ces dernières années. Si vous parvenez à libérer vos esprits de ces chaînes invisibles, vous avez une chance de réussir. Ce changement représente une menace grave, car il affaiblit l'efficacité et la crédibilité de ces institutions, aussi bien dans votre pays qu'à l'étranger. Considérez cela comme un conseil d'amis. Maintenant, vous pensez peut-être que cela s'arrête là, comme si ce n'était pas déjà suffisant. Mais malheureusement, ce n'est pas tout. Il existe d'autres symptômes plus difficiles encore à reconnaître. Par exemple, la situation financière des États-Unis. Quand je parle à mes amis conservateurs ici, ils me disent toujours que le problème, ce sont les impôts élevés. Mais ils ont tort. Bien sûr que les impôts sont extrêmement élevés ici, aux États-Unis, je vous l'accorde. Mais ce n'est pas le vrai problème. Le vrai problème n'est pas les impôts élevés en eux-mêmes, mais le fait qu'ils ne financent même pas vraiment le gouvernement. Même ces impôts élevés, plus élevés que dans beaucoup d'endroits dans le monde, ne sont pas la vraie source de financement du gouvernement. Mais alors, qui finance le gouvernement? Le gouvernement est financé par les bons du Trésor. Et qui achète les bons du Trésor? Principalement la Réserve fédérale. Et comment la Fed les achète-t-elle? En imprimant de l'argent. Mais alors, quel soutien la Fed a-t-elle pour pouvoir imprimer cet argent? Les bons du Trésor eux-mêmes. Donc, autrement dit, le gouvernement est financé en imprimant de l'argent à partir de rien. Alors on pourrait se demander, si le gouvernement peut imprimer des quantités illimitées d'argent à partir de rien, pourquoi prélève-t-il des impôts? Après tout, ça fait sens, non? S'ils peuvent imprimer des quantités illimitées d'argent, pourquoi aurait-il besoin qu'on paye des impôts? La raison est simple mais très choquante. Le vrai problème est que vous payez des impôts élevés uniquement pour maintenir l'illusion que vous financez le gouvernement, alors que ce n'est pas le cas. Le gouvernement est financé par la planche à billets, du papier soutenu par du papier, une bulle qui finira inévitablement par éclater. La situation est encore pire qu'elle n'y paraît, car si la plupart des Américains et le reste du monde prenaient conscience de cette farce, la confiance dans votre monnaie serait perdue. Le dollar chuterait, et avec lui, toute la civilisation occidentale. Si le prochain président des États-Unis ne prend pas les politiques nécessaires et les changements structurels, tôt ou tard, cette bulle éclatera. Il est encore temps. Vous n'avez pas à commettre les mêmes erreurs que nous avons fait dans les années 60 et 70. Mais gagner les élections ne suffit pas pour résoudre ces problèmes. Ils ne disparaîtront pas simplement à la suite d'un résultat électoral. Il faut une réorganisation totale du gouvernement, de haut en bas. Cela impliquera de prendre des décisions difficiles, comme celles que nous avons prises au Salvador depuis 2019. Et elles portent déjà leurs fruits. Ce sera difficile. Le système en place se défendra, mais vous avez le droit de déterminer votre propre destin. Le Salvador n'est plus le même. La décision sur la direction de notre nation était la nôtre, et elle continue d'être la nôtre. Nous n'avons pas toléré qu'on nous dise quoi faire, et en faisant cela,
Nous avons fait l'impensable contre toute adversité. Nous avons transformé le Salvador, passant du pays le plus dangereux du monde au pays le plus sûr de l'hémisphère occidental. Nous l'avons fait en défiant les élites mondiales. Nous leur avons dit « ça suffit » et c'est le message que je vous adresse. Menez le combat, car au bout du compte, cela en aura valu la peine. Ça l'a été pour nous et vous retrouverez enfin votre pays. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le peuple des États-Unis, que Dieu bénisse le Salvador et l'avenir de nos deux nations. Merci beaucoup. Nayib Bukele a une profonde compréhension du système et une grande méfiance envers les institutions et le pouvoir en place. À notre avis, l'objectif de ces propos ne sont pas de lancer des accusations conspirationnistes ou une théorie du complot. Il s'agit plutôt de rappeler que les institutions à qui l'on attribue du pouvoir ont un but premier de servir le peuple. Mais si celles-ci ne sont pas suffisamment contrôlées et deviennent trop puissantes, elles se mettent alors à servir des intérêts différents. Et alors que des mécanismes s'enclenchent de façon empirique et mènent petit à petit à un déclin global, en adoptant Bitcoin comme monnaie légale et en constituant une réserve nationale pour le Salvador, Bukele démontre sa volonté de réduire le pouvoir de l'État. Depuis 2022, le Salvador accumule chaque jour un Bitcoin. Une transition qui se fait doucement, mais sûrement, d'un système monétaire corrompu par l'inflation à un système monétaire libre, pur et se reposant sur la technologie Bitcoin. Et vous, que pensez-vous du discours de Nayib Bukele et de ses différentes mesures économiques et politiques? Dites-le nous en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.